Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de Votre Santé, Votre Avenir, le magazine santé de VOA Afrique. À ce micro, je suis Mohamedou Oumfa avec Rosine Mounezero pour la co-présentation. Bonjour Rosine. Bonjour Mohamedou, bonjour à vous tous qui nous écoutez. Cette semaine, nous parlons du paludisme au Burundi. Depuis le début de l'année, la prévalence de la maladie est en augmentation. Albert Bonerane. Quand nous accueillons par exemple 200 patients par jour et qu'on trouve que sur 200 patients, il y a 65 cas de paludisme, c'est vraiment nouveau. Avec l'aide de ses partenaires, le ministère burundais en charge de la santé organise la riposte. Dr Dionys Nisigiyimana. Les médicaments antipaludistes sont gratuits et plutôt que les gens ne puissent pas dire qu'ils n'ont pas de l'argent pour acheter ces médicaments. Toutes vos rubriques habituelles seront au rendez-vous. Le docteur Armand Genkap répondra une fois encore aux questions des auditeurs. Mais tout de suite, on commence par l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. Comme d'habitude, pour parcourir l'actualité santé, nous recevons Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Rosine. Parlons tout d'abord de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose qui vient d'être observée. Oui, Rosine, chaque année, le 24 mars, est l'occasion de faire le point de la situation sur cette maladie infectieuse la plus mortelle au monde. Cette année, l'OMS a mis l'accent sur les actions visant à lutter contre la stigmatisation, les discriminations, la marginalisation pour surmonter les obstacles empêchant l'accès aux soins. Pour l'OMS, en répondant aux besoins de santé de ceux qui sont désavantagés, marginalisés, non couverts par le système de santé, on améliorera pour tous l'accès aux services de santé. Et dans le cadre de cette journée mondiale contre la tuberculose, l'ONG Plan International a ciblé le milieu scolaire au Sénégal. Tout à fait, Rosine. Plan International, un des partenaires du ministère sénégalais de la Santé, a décidé de former les enseignants sur la connaissance de la maladie afin de mieux en informer les élèves. L'objectif de l'opération est, selon l'ONG, de passer de 20 décès pour 100 000 habitants en 2013 à 9 décès pour 100 000 habitants en 2017. La séance de formation s'est déroulée le 20 mars à la structure sanitaire Nabil Choucair de Dakar. Plan International compte apporter la réponse communautaire en s'appuyant sur les élèves. Pour le docteur El Hadji Mamadou Dioukane de Plan International, il faut sensibiliser la communauté pour la détection des cas de tuberculose. Oui, Rosine, selon le docteur Dioukane, il est nécessaire de renforcer les capacités de la communauté et des personnes affectées par la maladie à se doter de moyens d'agir face à l'endémie de tuberculose. À cet effet, la contribution de la communauté dans la lutte vise essentiellement à booster les indicateurs du programme, notamment en matière de détection des cas incidents et de guérison des cas confirmés et mis sous traitement. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. Poursuivons ce tour d'horizon de l'actualité par l'Algérie, où des parents ont refusé de faire vacciner leurs enfants contre la rougeole et la rubéole lors d'une campagne lancée dans les écoles. Selon le directeur de la prévention au ministère de la Santé, Smaïl Mesbah, les autorités tablaient sur un taux de vaccination de 90%. Sur les 6,5 millions d'enfants prévus âgés de 6 à 14 ans, seuls 1,5 million ont été vaccinés lors de cette campagne lancée début mars. Ce faible taux de vaccination est dû essentiellement à des craintes des effets secondaires potentiels et une mauvaise campagne d'information. Et des craintes qui sont fondées sur le décès de 2 nourrissons en octobre dernier. Tout à fait, Rosine. Les autorités n'ont pas réussi à apaiser les craintes nées du décès en octobre de 2 nourrissons qui venaient de recevoir le vaccin pentavalent protégeant les enfants notamment contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche. Le ministère de la Santé avait par la suite suspendu l'utilisation de ce vaccin, le remplaçant par un autre produit. Mais la psychose a continué. La campagne de vaccination interrompue dans les établissements scolaires reprendra début avril dans les structures sanitaires publiques. Et enfin, une vaste campagne de vaccination se déroule dans 13 pays africains du 25 au 28 mars. Oui, Rosine, plus de 190 000 vaccinateurs vont vacciner plus de 116 millions d'enfants de moins de 5 ans dans les 13 pays suivants. Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sierra Leone et Tchad. Cette campagne de vaccination synchronisée, l'une des plus grandes jamais organisées en Afrique, fait partie des mesures urgentes pour mettre définitivement fin à la poliomyélite sur ce continent.
Et alors, Firmin, qui organise cette campagne? Il s'agit, Rosine, de l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite dirigée par les gouvernements nationaux sous la houlette de l'Organisation mondiale de la santé OMS, du Rotary International, des Center for Disease Control and Prevention des États-Unis et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF avec l'appui de la Fondation Bill et Melinda Gates. Si, Firmin. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Le paludisme est la première cause de mortalité et de morbidité au Burundi. Mais depuis le début de cette année, la situation est encore plus préoccupante. Près de 2 millions de personnes ont été affectées et environ 700 personnes ont déjà perdu la vie selon les autorités sanitaires. Pour tenter de comprendre comment et pourquoi, nous recevons comme invité Albert Mbonerane. Il est président de l'association Action de lutte contre la malaria Aluma au Burundi. Il commence par nous présenter l'association Aluma. L'association Action de lutte contre la malaria Aluma Burundi a comme objectif de contribuer à la réduction des cas de décès liés au paludisme, quand nous savons qu'au niveau des politiques nationales et même internationales, la malaria constitue la première cause de mortalité. Alors, pour réussir cet objectif, nous menons des activités principalement liées à la sensibilisation, ça c'est pour la prévention, et puis pour la prise en charge des cas. Et c'est pourquoi en 2004, grâce à des financements des partenaires comme l'ambassade de France au Burundi, comme la fondation du pape basée aux États-Unis, nous avons mis en place ce centre anti-malaria, le seul centre au Burundi qui ne traite qu'une seule maladie, la malaria, donc la maladie des pauvres. Voilà donc brièvement ce que nous faisons. Et quand je disais au niveau de la prévention, nous sensibilisons la population pour leur dire comment on attrape la malaria et comment ce que l'on doit faire une fois que l'on a les symptômes de la malaria pour ne pas mourir de la malaria. La malaria au Burundi, c'est une maladie qui est très connue par la population. Quels sont les facteurs qui font que cette maladie soit toujours présente sur le territoire burundais et que parfois même elle s'aggrave? Oui, disons qu'il y a un facteur, je dirais aujourd'hui principal, c'est les changements climatiques avec comme conséquence l'augmentation de la température, ce qui favorise la prolifération des moustiques. L'autre facteur, c'est ici au Burundi, parce que avant, dans les années, je me souviens, jusque dans les années 1993-95, la malaria était une maladie qu'on retrouvait seulement dans la plaine de Limbo, donc ici dans la plaine. Mais avec les changements, je dirais, climatiques et tout ça, les moustiques sont arrivés à s'acclimater avec le climat et à envahir presque tout le pays. L'autre facteur, c'est la culture du riz qui a été lancée presque dans tout le pays, dans tous les marais du pays. Alors, vous allez trouver que dans la culture du riz, il y a des eaux stagnantes qui sont, je dirais, des abris efficaces pour les moustiques. Et puis, un autre facteur, c'est l'ignorance des bonnes pratiques de lutte contre le paludisme. Les gens ne sont pas informés comme il faut. Il y en a même, si vous allez dans certaines provinces, des gens qui pensent que ils ont été empoisonnés, ils vont chez les féticheurs. Et je dis que même si vous vont chez un féticheur, il n'y a aucun médicament contre la malaria. Il faut aller vers les centres de santé, etc. Un autre facteur auquel on assiste aujourd'hui, c'est la pauvreté qui frappe la population, la malnutrition. Et quand le corps n'est pas bien nourri, il est faible et il ne pourra pas résister aux différents parasites des moustiques. Puis aussi, c'est lié à la non-protection de l'environnement. Quand on trouve un assainissement qui n'est pas adéquat avec les eaux stagnantes, ça aussi, ça favorise la prolifération des moustiques et c'est les victimes, c'est toujours les personnes pauvres. Cette semaine, dans Votre santé, votre avenir, nous abordons la malaria qui a été déclarée il y a quelques jours par la ministre de la Santé au Burundi comme une épidémie. Et votre centre dit avoir accueilli pour la première fois 70% de patients qui souffrent de la malaria. Quel est le bilan aujourd'hui? Bon, le bilan, je n'ai pas encore le bilan du mois de mars, mais quand nous voyons
comment dirais-je, les statistiques du mois de janvier, les statistiques du mois de février, je dis que c'était pour la première fois que parmi les patients qui visitent le centre, on trouve qu'il y a un taux élevé jusqu'à 70%, ou bien même jusqu'à 64, 65. Avant, c'était un taux moyen de 48, 49. Si ça montait, c'est les mois de décembre et les mois de juin où on a ce qu'on appelle le pic. Là, on pouvait aller jusqu'à 54, 55. Mais en 2016, le mois de décembre, on a eu beaucoup de cas de malaria. Et puis en janvier, etc. Donc, quand nous accueillons, par exemple, 200 patients par jour et qu'on trouve que sur les 200 patients, il y a 65 cas de paludisme, c'est vraiment nouveau. Et là, je me dis qu'il faut que l'on fasse attention. Et là, je me réjouis que la ministre de la Santé a déclaré officiellement qu'il s'agit d'une épidémie de la malaria. Parce que quand vous voyez les gens, le nombre de gens qui meurent, en 2016, le rapport donne 3774 cas de décès liés au paludisme. Dans sa déclaration, elle a dit que les premières 9 semaines de l'année 2017, 700 cas de décès. C'est beaucoup de gens qui sont en train de mourir parce que ils n'ont pas peut-être accès aux soins de santé. Et quelles ont été les causes de cette épidémie? Y a-t-il des facteurs particuliers à cette période pour que la malaria atteigne un si grand nombre de personnes comme ça? Bon, disons que le cas de paludisme, comme on vient de le souligner, je me dis que les facteurs sont multiples, comme je le disais, avec les changements climatiques, les impacts des changements climatiques, l'augmentation de la température, mais surtout le cas de décès enregistré, c'est lié peut-être à la non-disponibilité des médicaments au niveau des structures de santé, parce que on le voit, comme je le disais, la malaria c'est une maladie des pauvres. Alors au niveau politique, au niveau national, il y a des médicaments qui sont gratuits, c'est ce qu'on appelle la molécule artésunate amodiaquine pour le paludisme simple. Mais quand on a le paludisme grave après le diagnostic, on doit être traité par la quinine. Or, comme la quinine n'est pas gratuite, c'est pas tout le monde, c'est pas toute la population burundaise qui peut s'acheter la quinine. Et c'est pourquoi on constate peut-être ces cas de décès. Et puis aussi, il y a une recommandation, disons, un protocole qui avait été pris dans les années 2005 quand on a introduit l'artésunate amodiaquine. L'OMS et le ministère de la Santé s'étaient convenus que tous les 2 ans, il devrait y avoir, disons, un test d'évaluation de l'efficacité de la molécule. Et là, je me dis qu'aujourd'hui, c'est urgent de penser à cette évaluation pour voir si réellement la molécule qui est distribuée aux patients malades, qu'elle est efficace. Et puis, peut-être, comme solution, je ne sais pas si c'est possible. Justement, y a-t-il de l'espoir de voir cette épidémie disparaître rapidement avant qu'elle ne fasse beaucoup de dégâts humains? Oui, d'abord, il faut se féliciter, comme je le disais, que le ministère, la ministre de la Santé a fait cette déclaration. Ça engage le gouvernement. Et avec la mobilisation des fonds, parce que ça demande beaucoup de moyens, la disponibilisation des médicaments, etc., des outils de diagnostic comme les microscopes, comme le test rapide, etc., mais aussi la disponibilisation des médicaments qui soient accessibles à toutes les personnes, surtout les personnes pauvres, les personnes indigènes. Il ne suffit pas de me dire que j'ai la maladie grave et que je n'ai pas accès aux médicaments. C'est pas une solution. L'autre solution, et ça c'est aussi urgent, c'est au niveau du gouvernement, au niveau du ministère de la Santé, des partenaires, on fait toujours des campagnes de sensibilisation pour l'utilisation adéquate des moustiquaires imprégnés d'insecticides.
Là, au niveau de notre association, nous recommandons qu'on associe à cette méthode de prévention qu'on appelle la lutte, plutôt la pulvérisation intradomiciliaire. C'est-à-dire que, parce que si on est à l'extérieur, on ne porte pas de moustiquaires, mais les moustiques sont là, donc on peut être piqué. Mais si on fait la pulvérisation intradomiciliaire, on est en train de réduire le nombre de moustiques qui vagabondent dans l'air. Et là, après, on pourra faire une évaluation. Et puis aussi, au niveau des moustiquaires, une fois que les moustiquaires ont été distribués, il faudrait que le gouvernement mette en place un mécanisme solide de vérification si réellement les moustiquaires distribués sont utilisés adéquatement sans les utiliser à autre chose. Avez-vous une vision au sein de Aluma de pouvoir éradiquer le paludisme au Burundi? Bon, là, notre vision, c'est clair. Il faut d'abord protéger l'environnement parce que les moustiques, ce sont des êtres de l'environnement qui profitent d'un mauvais assainissement, mais aussi avec les changements climatiques. Et l'autre vision, c'est ce que nous demandons, comme je le disais, c'est qu'au niveau des politiques, on combine l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides et puis aussi la pulvérisation intradomiciliaire, surtout maintenant dans les provinces les plus endémiques. Il y a un autre aspect que j'ai oublié, c'est qu'il faudrait faire des recherches sur des produits qu'on peut utiliser pour lutter efficacement contre la malaria. Il y a une plante qui est en train d'être testée dans beaucoup de pays, qu'on appelle l'Artemisia annua, qui donne d'abord ce produit de artésunate. C'est un produit essayé au Sénégal, au Cameroun, etc. Je me dis qu'au Burundi aussi, comme cette plante pousse, ça pourrait aider les gens à trouver une solution adéquate à cette épidémie. Et puis, bon, je me dis que si le gouvernement en fait une priorité, demain on va éliminer la malaria. Et puis les moyens qui sont investis dans la lutte contre le paludisme pourraient servir à d'autres secteurs du développement. Nous remercions Albert Mbonirane à Bujumbura, au Burundi. Quelqu'un l'a vécu. Voici son témoignage. L'épidémie de paludisme au Burundi exige une réponse robuste et internationale pour éviter que la situation s'empire. C'est pourquoi le gouvernement travaille avec d'autres partenaires techniques et financiers. Au-delà des opérations habituelles de lutte contre le paludisme, un plan de riposte est en cours d'élaboration. Pour en parler, nous recevons le Dr Dionys Nizigimana. Il est directeur du programme national intégré de lutte contre le paludisme. Tout d'abord, il constate la gravité de la situation sur le terrain. En début de cette année 2010, on a trouvé que finalement le seuil épidémique pour le paludisme était déjà dépassé, aussi bien que le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a décidé justement de déclarer l'épidémie au niveau de notre pays du paludisme. Selon certaines informations disponibles dans la presse, il y aurait un problème de stock de médicaments. Les médicaments ne seraient pas assez suffisants pour traiter les victimes. Est-ce qu'il y a un problème particulier avec les médicaments? Pouvez-vous nous dire ce qui se passe? Si on est devant une augmentation des cas de paludisme, les intrants aussi, le stock des intrants a été de diminuer. Heureusement que jusqu'à présent, comme vous venez de le dire, je voulais contredire ça. Nous ne sommes jamais été en rupture de stock. Les médicaments sont là et les partenaires qui nous aident justement ont commencé même à donner des médicaments pour justement compléter le stock qui était en diminution. Mais on n'a jamais été en rupture de stock jusqu'à présent. Mais j'imagine bien que vous avez besoin, compte tenu de la gravité de la situation, de l'aide des partenaires. Alors, travaillez-vous déjà sur le terrain avec des partenaires et puis de quel type d'aide pourrait avoir le gouvernement pour faire face à l'épidémie? Justement, le ministère de la Santé publique, en collaboration avec l'OMS, avec d'autres partenaires justement qui interviennent dans le secteur, on vient d'élaborer un plan de riposte contre cette épidémie. Un plan de riposte justement budgétisé où chaque partenaire... Maintenant, même que je suis en train de vous parler, demain, il y aura une réunion des partenaires où chaque partenaire pourra concrétiser justement les déclarations d'intention qu'il avait fait la semaine passée.
C'est-à-dire que les partenaires vont se positionner sur quelle activité ils vont intervenir et dans quel endroit. Maintenant, même quand je suis en train de vous parler, il y a même les experts de l'OMS qui sont arrivés, de l'OMS Afro, justement, qui sont arrivés ici au Burundi pour venir justement en appui au niveau du ministère contre cette épidémie. Vous venez de parler d'un plan de riposte. Que prévoit concrètement ce plan de riposte? Oui, le plan de riposte, justement, contient des actes d'intervention. Ici, il y a l'acte d'intervention, planification opérationnelle, l'acte d'intervention, prise en charge, et puis l'acte d'intervention, prévention, justement. La prévention, ici, vous comprenez qu'il s'agit du paludisme, il s'agit de la pulvérisation intradomiciliaire avec l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action avec d'autres activités, justement, à la fois avec la prévention. L'autre acte d'intervention, c'est la communication et sensibilisation de la population, justement, pour qu'ils puissent adopter des comportements qui sont adéquats. Et puis l'autre acte, c'est le suivi, évaluation, surveillance et l'apportage. Et en fait, c'est la coordination, justement. Alors, docteur, le Burundais qui nous écoute à Bujumbura ou dans l'arrière-pays, il n'a pas peut-être bien saisi qu'est-ce que le Burundais lambda doit attendre concrètement du gouvernement et de ses partenaires. Alors, justement, ici, je voulais faire un appel vibrant au niveau de la population burundaise, même les étrangers qui vivent au Burundi, qui sont en train de nous écouter, justement, de savoir que les médicaments antiparidiques, qu'ils sont gratuits, et plutôt que les gens ne puissent pas dire qu'ils n'ont pas de l'argent pour acheter ces médicaments, mais plutôt dès qu'ils entendent les premiers signes de la maladie, à l'occurrence la fièvre, les maux de tête, la flissure, les nausées, il faut qu'ils se précipitent justement dans les formations sanitaires pour qu'ils puissent se faire dépister et avoir un traitement justement adéquat qui correspond justement à la maladie qui est trouvée. C'est pourquoi je fais un appel à la population burundaise vraiment pour qu'ils puissent rendre dans les formations sanitaires et éviter surtout de se rendre chez les charlatans, là où ils peuvent aller aux formations sanitaires en état grave. Alors, dans ce cas, c'est-à-dire que le traitement, justement, ne va pas donner des effets positifs. Mmh. Au-delà de ce que vous venez de relever, de la gratuité des médicaments, est-ce qu'il y a d'autres conseils pratiques que vous donneriez aux populations? Oui. Les autres conseils que je peux donner à la population, c'est que la population puisse également utiliser des moustiquaires convenablement. En année 2014, on a distribué les moustiquaires au niveau national pour la couverture universelle. Même pour cette année 2015 aussi, il est prévu la distribution des moustiquaires, les dommages au niveau national. Mais le constat est qu'on a déjà vu que les moustiquaires ne sont pas utilisés à des faits auxquels ils sont destinés. Il y a des gens qui les utilisent pour les jardins qui se trouvent dans les parcelles. Il y a d'autres qui les utilisent pour emballer les tomates, voire même la pêche. Vous comprenez très bien que les gens n'utilisent pas les moustiquaires à des faits. L'autre chose que je veux dire, c'est que les gens, justement, puissent savoir que vers la soirée que les moustiques commencent à entrer dans les maisons. Dans ce cas, il faut qu'ils puissent justement fermer les fenêtres, et surtout quand ils commencent à faire fermer les fenêtres, aussi fermer les portes pour ne pas donner accès à des moustiques de s'introduire dans la maison. Autre chose que je peux conseiller la population, vous comprenez très bien que les moustiques aiment proliférer justement dans les eaux stagnantes. Il faut alors que ces eaux stagnantes qui se trouveraient à côté des habitations, voire même de la brousse, qui se trouveraient à côté de la maison, il faut que les gens vraiment puissent enlever ça en fait d'éviter que les moustiques ne prolifèrent pas dans ces endroits. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un plan de riposte en préparation. C'est évidemment un plan de riposte pour faire face à l'épidémie, mais dans le long terme, quelles sont les stratégies du gouvernement pour que dans une dizaine ou une vingtaine d'années, qu'on ne parle plus de l'épidémie de paludisme au Burundi? Au niveau du pays, vous comprenez très bien que nous sommes en phase de contrôle de la maladie. Il y a des activités justement qui sont prévues dans la phase de contrôle, mais quand on fait là dans l'autre phase, qui est la phase de
élimination, là, il y a d'autres activités qui sont prévues. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que la population intensifie justement les actions de prévention. C'est la prévention qui est primordiale, puisque même maintenant où on est en situation d'épidémie, on va intensifier ces activités, aussi le maintien des acquis, que ce soit la sensibilisation pour que la population puisse adopter des comportements qui sont adéquats. Ce sont toutes ces actions qu'on va justement maintenir. Et puis également, il faut que la population, vous comprenez très bien, le traitement c'est continuer, ça va continuer. Maintenant, mais en phase d'épidémie, on intensifie, on fait la création des équipes mobiles. Des fois même, on est amené à faire un traitement de masse, mais à longue durée, il faut que ces acquis puissent être maintenus. Nous remercions le docteur Dionys Nizigimana qui nous répondait depuis Bujumbura, au Burundi. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Continuez, chers auditeurs, à nous envoyer vos questions de santé. La question de la semaine nous vient d'un auditeur de Kinshasa. Pour y répondre, nous avons encore sollicité l'expertise du docteur Armand Genkap. Il est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons en France. Bonjour docteur. Je m'appelle, je réponds de Roma, je suis à Kinshasa. Allô? Oui, je t'entends. Pose ta question. Je souffre souvent l'asthme qui me dérange. C'est ça que je voulais poser la question à monsieur le docteur. Comment je dois faire pour que ça arrête? Merci beaucoup, fiston, à partir de Kinshasa, de nous avoir appelés. L'expert va te répondre. Oui, merci, vous aussi. Merci. Kuruma appelle de Kinshasa et dit souffrir d'asthme qui le dérange dans sa vie quotidienne. Ce que je peux expliquer à Kuruma, c'est que l'asthme est une maladie chronique pour laquelle il ne pourra pas s'en débarrasser aussi facilement. Dans un deuxième temps, Kuruma ne me dit pas s'il fume ou pas, s'il est tabagique ou pas. Parce que les causes de l'asthme ne sont pas très bien connues. On sait qu'il y a des causes génétiques, à savoir une prétention génétique à être asthmatique, mais on sait aussi qu'il y a des causes environnementales, dont le tabagisme. Ce n'est pas d'ailleurs la seule cause, puisque on peut être allergique à certains constituants de l'environnement qui vont déclencher des crises d'asthme. C'est pour ça que j'invite Kuruma à consulter un médecin afin qu'il puisse analyser les causes de son asthme pour lui permettre d'avoir une vie quotidienne quand même assez décente, moins handicapée par des crises d'asthme. Je conseille également à Kuruma de se méfier de la survenue des crises d'asthme parce que les crises d'asthme peuvent être gravissimes et entraîner des situations très handicapantes comme une détresse respiratoire aiguë, ce qui est toujours préjudiciable. C'est pour ça que je conseille à Kuruma une nouvelle fois de voir son médecin afin qu'il puisse lui prescrire un traitement comme la ventoline. Je vais citer par exemple ce traitement-là, mais il y en a plusieurs qu'il peut disposer toujours sur lui et qu'il pourra prendre sous forme de 2 bouffées dès que la crise se déclenche afin d'éviter l'évolution vers une crise d'asthme aiguë grave qui malheureusement est souvent préjudiciable pour la personne. Voilà les conseils que je pouvais donner à Kuruma qui souffre d'asthme et qui souhaite s'en débarrasser. Merci docteur. C'est ici que prend fin Votre santé, votre avenir. Cette édition a été consacrée à l'épidémie de paludisme au Burundi. Nous avons reçu comme invité Albert Mbonerane, président de l'association Action de lutte contre la malaria au Burundi. Il nous a présenté la situation sur le terrain et les raisons de cette épidémie. Nous avons aussi écouté le témoignage du docteur Dionys Nizigimana, directeur du programme national intégré de lutte contre le paludisme au ministère de la Santé. Il nous a présenté les mesures prises par le gouvernement et le rôle joué par les partenaires pour combattre l'épidémie. Notre consultant, le docteur Armand Genkap, était avec nous pour répondre aux questions des auditeurs. Nous leur disons tous merci. Merci aussi à Firmin Koyaweda pour la synthèse d'actualité. Michel Joseph assurait la réalisation. Pour vous présenter cette édition, vous étiez avec Mouamadou Oumfa et j'étais en compagnie de Rosine Munezero. Restez branchés au programme de VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. Au revoir. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages,
Retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.